like pain on the track. Moulaga, donnez-moi de la moulaga. Donnez-moi de la moulaga. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours en compagnie de mon acolyte Hugo. Bonjour Fouad, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvel épisode du podcast 10 millions avec une intro pour faire plaisir à Fouad. On n'a pas volé l'intro en Arlemont de notre podcast. Dans lequel on va parler reprise d'entreprise dans le cadre de ce building public, qui va être le deuxième épisode, dans lequel on va parler d'une technique d'acquisition, d'une stratégie qui est largement vendue sur Internet, ce qui permettra d'y revenir dessus et surtout d'apporter de la nuance puisqu'il y a eu un changement stratégique Fouad entre au début où tu trouvais cette méthode astucieuse et brillante et aujourd'hui, t'en penses quoi ? Difficile en langage diplomatique, très difficile à mettre en place. Je t'ai connu beaucoup moins diplomatique. Donc, diplomate. Non, mais ta question est très pertinente. On est entre difficile à mettre en place et chimérique. Avant de commencer, les rappels habituels, pense à t'abonner au podcast, à le partager, c'est ultra important pour nous. N'oublie pas de mettre un commentaire 5 étoiles si tu nous écoutes sur Apple Podcast, ça aide énormément. Tu trouveras dans la description du podcast le lien pour réserver un coaching hautement stratégique en one-to-one avec Fouad, je sais qu'il adore l'anglais, qui pourra t'aider dans ta situation personnelle et te débloquer tes problématiques individuelles. Je tiens à remercier ceux qui ont réservé un coaching stratégique. Donc, il y a de très belles découvertes, de très beaux profils et finalement, ce qui est intéressant pour tout le monde, ça ne fait qu'élargir un réseau d'ambitieux, d'entrepreneurs, d'indépendants, de cadres, de salariés et donc voilà. Donc sur les derniers coachings, il y a une accélération et j'en suis ravi parce que humainement, c'est très intéressant. Et très enrichissant. On découvre toujours des nouveaux profils. Tout à fait. Et je suis étonné par le nombre de jeunes. Quand je dis jeunes, beaucoup de gens des années 90 commencent à se lancer dans l'immobilier avec un état d'esprit d'investir massivement. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Beaucoup de gens, 90, 93, 95, donc très bien. Tu as le lien pour candidater à Patrimoine Exponentiel, car désormais c'est sur candidature uniquement quand on veut privilégier la communauté et bâtir un réseau d'investisseurs. Et Fouad va animer une série de coaching. Et je vais vous faire une confession, il ne m'a même pas fait de remise sur les points essentiels de la stratégie. J'attends le règlement de la prestation qui tarde à arriver. Tu as le lien de notre Telegram et de nos newsletters privés également. Et tu trouveras également le lien d'une conférence privée sur comment constituer un patrimoine immobilier de 5 millions d'euros à partir d'un salaire de 3 000 euros où Fouad va nous partager son parcours, ses secrets, ses hacks, Voilà, son protocole bancaire. Le secret qui permet de réaliser ce genre de stratégie et surtout dans quel cadre, dans quel état d'esprit, on verra tout ça ensemble. Donc ici, on va parler de la méthode du full crédit vendeur qu'on va détailler, qu'on va expliquer pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de tomber sur ce contenu. Donc ici, on ne va pas parler de fonds de commerciariat ou kebabaria, pour reprendre le terme appliqué à cette stratégie. On va parler de cette technique de full crédit vendeur puisque sur Internet, vous êtes massivement exposé à cette méthode, que ce soit par Pierre-Paul ou Jacques, mais qui sont au final les mêmes. C'est le même contenu, c'est la même stratégie. C'est faire de la love room avec des coussins rouges ou des love room avec des coussins jaunes, quoi. En fait, pour faire un diagnostic sociologique, ce que je constate, et pourtant je me suis quand même massivement désabonné des réseaux sociaux parce que j'estime que ça consomme trop de temps pour un rendement ou une rentabilité très discutable. J'observe quand même que la nouvelle norme, ça va être la méthode dont on va parler, qui est vendue. Et surtout, ce que j'observe comme fait social, ce qui est très intéressant à observer, et c'est là où il faut être très intelligent et avoir un esprit critique, il y a de plus en plus de formateurs en investissement immobilier qui se mettent maintenant à vouloir faire de la formation en reprise d'entreprise. Et ça doit interpeller. Et ça nous a interpellés, sachant qu'on en parlera peut-être.
Je sors de 120 heures de formation avec des vrais professionnels, en plus de mon auto-formation. Et c'est vrai que là, on a un choc des savoirs qui m'interpelle. C'est très important, on va faire un petit rappel pour les personnes pour que ça intéresse, et au final, c'est assez similaire selon les personnes qui vendent ça. La technique du full crédit vendeur, pour la résumer facilement, on pourrait dire que c'est là où le marketing Internet va jouer à plein son jeu. Il faut quelque chose qui soit accessible à tous, même si tu n'as pas d'argent. Il faut te promettre d'être à la portée de tous et te rendre riche très facilement. Et en quelque sorte, on pourrait faire le comparatif avec le Forex. Tu sais, les gens qui te vendent du trading Forex sur la bourse, qui a été démocratisé récemment. Enfin, démocratisé récemment, c'est un peu un pléonasme. Il y a eu un interview de Cash Investigation sur un des influenceurs, un ex de la télé-réalité, bon, qui a autant de crédibilité en Forex que certains formateurs, on va dire, Marc Blatta. Élise Lucet, dans cette interview, disait qu'il y avait 80% des personnes qui perdaient et 20% des personnes qui gagnaient, selon un rapport de l'AMF. Elle a martelé assez régulièrement. Combien Fouad font moins bien que l'ancien gérant statistiquement sur une reprise d'entreprise? Le chiffre, en fait, est très impressionnant. Et là, on parle quand même d'entreprises de taille intéressante ou significative, entre 1 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec des repreneurs qui ont un niveau d'études relativement élevé. Ça va être Bac plus 5, Bac plus 4, Bac plus 5, voire MBA. Et la statistique est très, très surprenante. Et justement, elle appelle à être extrêmement vigilant et ne pas tomber dans le biais cognitif de la surconfiance. C'est 90%. 90% font moins bien que l'ancien gérant. Tout à fait. Donc, l'expert comptable nous disait, faites dans votre prévisionnel, si vous faites déjà aussi bien que le cédant, ça sera déjà pas mal. Et ça m'interpelle parce que ça montre la difficulté finalement, ou le fantasme de la belle endormie en se disant, je vais racheter une boîte, je vais la développer parce que j'aurais vu des choses que le cédant n'a pas vues. Donc 90%, c'est un ratio qui est extrêmement élevé. Et donc, ça veut dire que statistiquement, la probabilité que tu fasses moins bien que le cédant est extrêmement élevée. Elle est proche de 100%. Et en même temps, que tu fasses un crédit vendeur ou un financement, tu auras un financement remboursé. Alors là, tu mets le doigt sur un truc qui est intéressant, c'est que le crédit vendeur, on a l'impression que c'est une absence de remboursement. En fait, c'est simplement le mode de financement qui a changé. Ce n'est pas un établissement bancaire qui t'a octroyé un prêt, c'est simplement le vendeur qui t'a fait crédit. Comme à l'époque, je ne sais pas si tu as connu cette époque, dans des petites épiceries de villages ou de quartiers, tu avais un panneau « La maison ne fait pas crédit ». C'est exactement la même chose. Et lorsqu'on prend tout ça, donc on rajoute, même si tu n'as aucune compétence et que tu n'y connais rien, on se retrouve sous quelque chose qui est reprendre une entreprise, c'est disponible pour tout le monde, même si tu n'as pas de compétences, pas d'argent, et tu vas devenir riche très facilement. Quand on mixe tout ça, on tombe sur une stratégie qui est équivalente à tout le monde. Comme je disais, Pierre-Paul ou Jacques, même si je devrais utiliser d'autres prénoms qui reflètent plus la société française. la société française, il faut être inclusif. Tu as passé de nombreuses heures en formation, mais c'est pas de ça dont j'ai envie de parler. J'ai envie de parler de ce changement au fur et à mesure, parce que ça fait 1 an que tu recherches une société. On en parlait dans le précédent podcast. On va faire d'autres podcasts où on va documenter ce rachat de société qui est quand même un certain montant. Qu'est-ce qui te séduisait, toi qui es quand même assez imperméable au marketing et à la médiocrité, qu'est-ce qui te séduisait dans cette offre ultra attractive du full crédit vendeur où on reprend sans passer par les banques et sans caution bancaire? Je crois que j'ai été dans une forme de naïveté, même si ça n'a pas duré très longtemps, la naïveté de penser que on pouvait contourner les banques dans un système bancaire qui, je rappelle, a le monopole de la production de crédit, où la monnaie en circulation à hauteur de 90% provient du crédit. Donc j'ai eu la naïveté pendant un moment de penser que je pouvais échapper à ces statistiques et contourner le levier bancaire. Puisque le levier bancaire est certes puissant,
mais peut représenter quand même certaines difficultés. Le financement, c'est jamais gagné d'avance. Évidemment, quand on est préparé, on est finançable. Mais voilà, je pense que cette facilité intellectuelle, ce confort de se dire on peut avoir du financement facilement par le biais du crédit vendeur, ça m'a rassuré. Enfin, c'est pas que ça m'a rassuré, ça m'a incité à me projeter encore plus facilement sur une série de rachats. Et deuxième point, je crois qu'on en avait déjà parlé, l'absence de caution solidaire, parce qu'une banque forcément est beaucoup plus agressive sur ce point-là, en exigeant quasiment systématiquement une caution solidaire du porteur de projet ou des porteurs de projet. Là, je me suis dit, on peut également échapper à cette contrainte bancaire sur la partie caution solidaire. Et voilà, et donc j'y ai cru. Et en formation et au fur et à mesure de mes investigations, je me suis aperçu qu'un full crédit vendeur sur des vraies entreprises, de mon point de vue, ce n'est pas possible. Ce qui est intéressant, tu parlais de la caution, et je ne sais pas si j'avais déjà repris cette métaphore qui était faite par un prof d'économie à HEC, qui disait que lorsqu'il regardait une piscine avec, par exemple, Laure Manodou, qu'il ne pouvait pas s'empêcher de se dire qu'il pouvait la faire nager plus vite en mettant 2-3 crocodiles dans la piscine. Et il faisait le parallèle avec la dette des entreprises en disant que la dette dans les entreprises a un aspect sain, a un aspect qui va te permettre de te focaliser sur les points d'amélioration qui vont t'éviter un certain confort que pourrait être induit par un crédit vendeur, où tu te dis, parce qu'avec le crédit vendeur qui est vendu sur Internet, on te dit, oui, tu fais monter un employé en compétences, tu t'occupes plus de rien, et tu fais un zoom de 30 minutes. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, et je vais faire un parallèle avec un autre monde qui a brassé beaucoup d'argent, qui est le monde des startups. Et ce qu'on a appelé souvent l'argent magique, des gens qui ont fait des levées de fonds à hauteur de dizaines, voire centaines de millions d'euros. J'ai eu plusieurs fois l'écho des gens qui ont levé ces fonds, et je dis pas qu'évidemment c'est une règle, mais il y a eu ce raisonnement très présent, je m'en fous, c'est pas mon argent. Donc tu as des gens qui ont cramé des montants astronomiques uniquement parce que ce n'était pas leur argent, et évidemment quand tu fais une levée de fonds sur un fonds privé, tu n'es pas caution solidaire alors c'est pas de la dette, c'est du private equity, mais tu n'es pas caution solidaire de ces fonds. Et donc, c'est un peu la même chose. Quand c'est pas ton argent, ton comportement est totalement biaisé. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Tu as eu récemment le cas Mastéos. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais sur un certain type de comportement, avec des véhicules de fonction de type Porsche 911, je crois, 60 millions d'euros de levée, dilapidés en 4 ans, en moins de 4 ans, 500 salariés, donc ça a recruté de manière totalement disproportionnée, et au final, c'est pas leur argent qui a été cramé. Et c'est très marrant ce que tu dis, parce que ça, et en plus c'est en lien avec l'automobile. C'est en lien avec l'automobile sur faire attention à ce qu'on a. Je ne sais pas si tu connais l'émission l'édition d'avant, Top Gear, animée par Jeremy Clarkson, Amand et... Oui, c'est en Angleterre, c'est ça ? En Angleterre, qui était sur la BBC, avant qu'il passe sur Amazon. À l'époque, ils avaient fait... tu sais, ils organisaient des courses entre les moyens de transport, c'est-à-dire entre une Porsche et un TGV pour savoir qui arrivait en premier et tout ça, des challenges. Et ils avaient fait un challenge en Nouvelle-Zélande qui est fantastique, où ils comparaient la voiture la plus rapide du monde avec le catamaran le plus rapide du monde. Et tu as Jeremy Clarkson, qui est un peu le Brutus. C'est le grand, c'est ça ? C'est le grand, c'est le plus âgé. Et il arrive avec une Toyota Corolla. Et là, l'autre se fout de sa gueule un peu en lui disant « Mais t'es censé prendre la voiture la plus rapide du monde. » Donc tout le monde s'attendait à une Bugatti Veyron et tout ça. Et il explique « Non, ce qui rend cette voiture la plus rapide du monde, c'est que c'est une voiture de location et que ce n'est pas la mienne. » I do realise the enormity of the challenge I face, which is why I have gone for the fastest car in the world. Here it is. It's Toyota Corolla.
Was that what it is? I haven't looked. Yes, it is. It's a 1.8 litre Toyota Corolla. Engine size is irrelevant, James, because do you know what makes this so fast? Look in the window. I've rented it. No. Yes. De la façon de s'en foutre complètement. Quand tu prends une voiture qui n'est pas la tienne, il y a quelques exceptions, mais tu t'en fous. Moi qui suis Non, mais c'est clair. Moi qui suis très maniaque avec mon véhicule sur les voitures de location, je prends le rachat de franchise et yallah quoi. Hein, Non mais t'as totalement raison. Alors t'arrives à faire un storytelling beaucoup plus intéressant que le mien. Moi je livre des histoires de manière brute, voire brutale parfois, mais quand tu es dans un processus de capitalisation dans lequel je m'inscris, c'est-à-dire j'essaye de me constituer un capital. Donc 10 millions d'euros, qui est le capital optimal à mon sens, eh bien, tu fais très attention au capital que tu vas investir ou que tu vas dépenser parce que ce sont tes capitaux propres, ce sont des capitaux de survie. C'est ta liberté finalement qui est en jeu. Donc quand tu as un prêt bancaire avec une caution solidaire, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, potentiellement, on peut s'attaquer à ton capital, à tes fonds propres, parce que tu as une garantie où tu renonces aux bénéfices de discussion, et donc, en cas de problème, tu dois rembourser, et tu dois rembourser sur tes fonds propres, tes capitaux, ton patrimoine, etc. Et donc, quand tu n'as plus cette pression, eh bien, c'est facile de s'enliser sur de la non-performance. D'ailleurs, c'était l'exemple que tu avais donné, sur les 2 zigotos qui avaient repris le salon de coiffure. Ah oui. Donc sans compétences, sans garantie, et ils ont sans réussi à financement. le couler. Ils ont réussi à couler. Et une boîte qui avait plus de 30 ans. Une boîte qui avait, je pense, 34 ans d'existence, qui n'avait jamais fait un déficit en 34 ans, un salon de coiffure. Donc on n'est pas sur de l'usine en dizaines de millions d'euros, mais de toute façon... Et une performance à leur échelle. Malheureusement négative. Oui, mais et ils ont réussi à le couler en disant que, bien évidemment, c'était la faute du... Tu m'avais dit, ils avaient proposé un système de barbier, une clientèle constituée de 90% de femmes. Ouais, c'était un peu moins que ça, c'était 70% C'était à Lisbonne de femmes. ou c'était en France ? Non, j'avais fait la même chose, je me suis fait insulter dans les commentaires. C'est pas très sympa ça. Et ils avaient mis un service de barbier, ils ont fait partir les femmes, et ensuite... Tu vois, il faut être con. Mais il faut ne pas être sur le terrain. Ah oui. Ah mais ça, c'est sûr que sur une visio de 30 minutes, ils ne pouvaient pas s'en rendre compte. Mais au-delà de ça, tu te souviens quand tu m'avais fait intervenir, quand on s'est connus, à ton premier mastermind. Oui, quand tu as préparé ton intervention la matinée, 1 heure avant l'intervention. Est-ce que ça l'a empêché d'être qualitative ? Je plaisante. J'aime bien m'inspirer de ce qui se passe. Et rappelle-toi, on avait fait un cas pratique sur un cas de rachat, un salon de coiffure d'une de tes membres qui voulait racheter. Un salon qui était quand même bien rentable. Qui était bien rentable. Et qu'est-ce que je lui avais dit ? De surtout pas faire l'opération. Qu'est-ce qui s'est passé 1 an après ? L'élément clé. Tu as perdu l'élément clé de l'entreprise. Et c'était pas ta cliente qui allait faire ça. C'était plus un investissement. Après, on sécurisait en rachetant les murs aussi. Oui, il y avait une belle opération immobilière. Et j'avais dit une autre chose. J'avais dit que moi, ce que j'aime bien sur l'aspect du financement sur lequel vous allez bientôt, sur le rachat, donc ça pourra faire un super podcast pour les gens que ça intéresse, donc pensez à vous abonner. Ça met une barrière. Si tu n'es pas capable de séduire un banquier qui n'y connaît rien et qui a accès au financement, comment peux-tu prétendre reprendre une entreprise ? Moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est que, pour être plus précis dans ce que tu viens de dire... Je sous-entendu que je faisais preuve d'imprécision. Non, c'est que tu as posé un cadre. Disons que si on va un petit peu plus loin, les entreprises intéressantes, qui intéressent les cadres, les entrepreneurs, des vraies entreprises, pas... Des fonds de commerce. Voilà, un fonds de commerce... coiffeur, kebab... Alors, on n'a pas de... Il n'y a rien de péjoratif, hein, c'est une question de dimensionnement. C'est une question de dimensionnement, c'est une question de comment dirais-je... j'ai oublié le terme, quand c'est fortement attaché à ta personne. Intuitus personae. Voilà, intuitus personae. Là, quand on est sur une entreprise,
Eh bien, la plupart du temps, à cause de la concurrence, à cause de l'intensité concurrentielle, ce sont déjà des entreprises qui sont quand même bien valorisées, où tu as peut-être, j'ai pas les statistiques, mais la demande, le nombre d'acquéreurs est strictement supérieur au nombre de cédants, et donc ça passe par le financement bancaire. Donc l'étape banque dont tu parles est une étape qui est indispensable, tu ne peux pas passer outre. Ce qui est intéressant également sur cette stratégie de crédit vendeur, et on va le prendre sous les deux angles. Sous l'angle du cédant et sous l'angle de celui qui veut reprendre une boîte. La première question, demain, tu as en vue sur deux sociétés. Il y en a une que tu peux faire rayonner au travers de ta compétence, d'accord ? Et une autre où tu n'y connais rien dans le métier. Les deux ont la même valeur, le même prix. Il y en a une qui accepte le crédit vendeur et l'autre qui ne l'accepte pas. Si tu bases toute ta stratégie sur ça, tu vas t'orienter vers laquelle ? Uniquement sur celle qui accepte le crédit vendeur. Choix par défaut, c'est un choix par défaut. Et ça veut dire que tu ne mesures pas ta compétence par rapport à ça, par rapport à ce que tu peux faire dans une entreprise. Et on reviendra sur l'interview, l'échange qu'on a eu avec Kevin, qu'on salue au passage. Et d'un autre côté, lorsque tu as un cédant qui vend sa société, ou tu aurais pu poser la question à ton cédant, d'ailleurs. J'arrive avec un full crédit vendeur et l'autre, je parie que la personne ne préfère ne pas vendre que vendre en full crédit vendeur. Ouais, et là, c'est un cas particulier parce qu'on était en concurrence avec un groupe. Donc, évidemment, un groupe ne va pas te parler de crédit vendeur, puisque ce sont des gens qui sont financièrement structurés, qui ont des capacités en fonds propres très importantes et qui ont accès au levier bancaire de manière plutôt illimitée. Pas illimité, parce que j'aime pas ce terme illimité quand on l'adosse au financement, c'est plutôt mensonger. Illimité. Parce que même la Banque Centrale Européenne ne peut pas avoir des financements illimités. Donc, mais bref, je pense que sortir cette carte d'un crédit vendeur total m'aurait éjecté de la course d'entrée-jeu. Donc tu serais retourné vers quoi ? Vers du... je serais retourné... Tu voulais pas acheter un salon de coiffure ? Alors non, malheureusement, je m'intéresse pas trop à ce genre d'activité. Un kebab, tu sais que j'ai une super idée. Et non, mais sans déconner, j'ai une super idée. Non, mais tu rigoles, tu vas voir la stratégie. Tu sais que j'ai eu beaucoup d'intuition. En fait, ce qu'on appelle le Berliner, qui est le kebab à l'allemande, à la berlinoise, avec énormément de légumes. Tu as une chaîne, et je t'assure que j'ai... La chaîne... En Allemagne, c'est Mustafa Gemüse, en fait, ça veut dire légumes. Et en fait, Mustafa ou Gemüse ? Non, Gemüse. Gemüse, ouais, c'est ce que j'allais te dire, parce que Mustafa, ça faisait pas trop légumes. Non, c'est l'inverse du légume, Mustafa. C'est plutôt quelqu'un de très comment dirais-je, explosif. donc tu vois, tu m'emmènes dans des domaines. Non, mais pour te dire, donc c'était en 2016, j'ai un emplacement numéro 1 à côté d'un McDonald's. Et je voulais créer un kebab à l'allemande. Et quelqu'un, donc ça s'est pas fait, mais là, très récemment, il y a quelques années, quelqu'un a sorti une marque magnifique en termes de marketing. Ça s'appelle Berliner. Et d'ailleurs, le slogan est magnifique, Das Original. Et c'est un kebab à la berlinoise, donc avec beaucoup de légumes. Et il a développé ça en tant que franchiseur. Et il doit avoir, à l'heure actuelle, il doit avoir 20 ou 30 points en franchise. Et là, c'est intéressant. On a viré sur la franchise parce qu'on est dans l'entrepreneuriat. Je veux dire, alors, moi, j'ai un projet de développement en franchise, mais en qualité de franchiseur également. Mais ce que je veux dire, c'est que, je ne sais plus pourquoi on disait ça. C'était une blague, le kebab, hein, de racheter un kebab. Non, mais c'était pour dire qu'on peut tout faire. On ne dénigre pas les petits commerces, parce que j'aime les petits commerces. En fait, les commerces font vivre la ville. Commerce de proximité. Voilà, les commerces de proximité, je trouve ça absolument génial. Mais on s'adresse quand même à une population qui a vocation à reprendre des grandes des vraies entreprises, parce que des grandes entreprises, ça ne sera pas le bon terme. Moi, je veux dire, tu vois, je vais rebondir sur ce que tu dis. On s'adresse à des gens qui ont une compétence, qui ont une technique, où ils peuvent apporter ça au sein d'une entreprise et la valoriser. J'allais dire méchamment, mais ça veut strictement rien dire. Mais ils peuvent vraiment faire des choses excessivement belles, avec les compétences d'acquisition, de marketing, de communication. Tout à fait, avec la stratégie. C'est incroyable, au lieu d'aller essayer de faire du crédit vendeur.
Après, moi, je pense aussi qu'il y a la notion de prise de conscience qui est importante. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas tomber dans cette forme de naïveté en pensant que le crédit vendeur va faire en sorte que c'est facile. Et que le crédit vendeur va faire en sorte que tu peux te dérober finalement, tu peux esquiver la partie bancaire. Il y a un chiffre très intéressant, je ne sais pas si je t'avais donné, mais quel est le montant de l'apport moyen du repreneur sur les cibles d'entreprise de 1 à 50 millions d'euros? On parle d'un repreneur type HEC, ESSEC, voire Polytechnique, etc. Des cadres de haut niveau. Polytechnic School of London. Voilà, politique. D'ailleurs, j'ai été étonné par... bon, je ne vais pas faire de commentaires Non, s'il te plaît. négatifs, mais bon, tu sais ce que je pense. Quel est le montant de l'apport moyen? Je dirais, il me semble que tu me l'avais dit, ou peut-être que tu m'en avais parlé, quelque chose autour de 200 000. Ouais, je te l'ai donné. Alors, du coup, c'est 200 000 euros. Donc, Merde, je peux même pas paraître intelligent en ayant deviné, tu vois. Alors, non, mais mon propos est de dire que 200 000 euros, alors ça peut paraître une somme importante, mais moi, je trouve que l'apport n'est pas énorme. Il n'y a pas une inaccessibilité vis-à-vis de cet apport, même si tu pars sur de la love money. Alors, mode de financement que je n'aime pas. Pour moi, c'est la meilleure manière de s'embrouiller avec sa famille. Il y a des moyens plus économiques. Alors, sauf si tu es un gosse de riche. Donc, si tu es un gosse de riche ou tu es un gosse d'entrepreneur, là, ça pose pas de problème parce que on aura une sensibilité, on acceptera le risque. Donc, mais 200 000 euros d'apport pour aller récupérer 700 800 000 euros de financement bancaire, je trouve que c'est accessible. Alors, tout est relatif. Certains vont me dire, mais non, attends, 200 000 euros, c'est énorme. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Moi, j'ai trouvé le chiffre relativement bas, mais je mets ça en comparaison avec le public. On parle de gens qui ont des gros salaires, qui ont été en multinationales, et donc je m'attendais à un apport... Plus important, 500, 600 ? Ouais, 500, 600, voire le million d'euros. Je m'attendais à un apport qui était significatif pour aller chercher des boîtes à 3, 4, 5 millions d'euros. Eh bien non, 200 000 euros. 200 000 euros, je trouve que ce n'est pas un montant inaccessible. Mais par contre, ces gens ont une compétence et un réseau qui peut leur permettre, c'est là où ils ont l'avantage. Non, mais je ne parle pas de ça en fait, je parle de le crédit vendeur, finalement c'est pour échapper au crédit bancaire. Tu es d'accord avec moi là-dessus ? Oui. Et pourquoi est-ce qu'on veut échapper au crédit bancaire? La plupart du temps, c'est parce qu'on n'a pas l'apport. Je pense même pas... il y a la méconnaissance. Je pense que les personnes tu vois, qui vont faire le crédit vendeur, ils veulent racheter une boîte pour racheter une boîte. C'est comme acheter l'immobilier pour acheter l'immobilier, si on fait le parallèle. C'est des gens qui n'ont même pas passé une porte. J'ai évoqué il y a quelques instants, où on avait un appel avec un membre qui écoute le podcast, qu'on salue au passage, qui nous a partagé son expérience de rachat de société. Oui. Est-ce qu'à un seul moment, il s'est posé la question, je vais faire un crédit vendeur? Non, il est allé voir plusieurs banques. Alors, il y a un truc qui m'a interpellé là-dessus. Évidemment, on va conserver l'anonymat, mais il n'y a pas un truc qui t'a interpellé sur sa prospection bancaire? Particulièrement quelque chose qui m'a interpellé. 100% de retour positif, 100% d'accord. Oui. Oui. Donc, il a fait un certain nombre de demandes significatives. Et à chaque fois, il diminuait le... Non, mais surtout, 100% d'accord. Donc, le financement existe, bel et bien, lorsque les gens ont un vrai projet, sont sérieux. Et on était sur une boîte à plusieurs millions d'euros. Voilà, donc on n'était pas sur une société à 300 000 euros. Voilà, et donc 100% d'accord bancaire. Si il avait voulu faire les mêmes demandes, mais en crédit vendeur sur des boîtes équivalentes, en termes de qualité, en termes de rentabilité, en termes de potentiel, je pense qu'on serait proche des 0%. Ouais. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est que après, ils sont très bons en marketing sur ça. Ils t'expliquent que les personnes vont partir à la retraite. Non, mais ça, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, la réalité fait que pourquoi est-ce que tu vas demander un crédit vendeur lorsque tu es en concurrence féroce avec d'autres acquéreurs finançables? Réalité, je vais te dire une chose. Pourquoi demander un crédit vendeur si tu peux avoir un crédit bancaire? Je vais te dire une chose. Sur les boîtes qui visent, ils ne sont pas en concurrence. Parce qu'un cédant qui accepte un crédit vendeur, c'est un cédant qui n'a pas d'autre offre.
Donc en fait, je suis d'accord avec toi, mais si tu vas sur des cibles intéressantes. mais ils vont pas sur des cibles intéressantes. S'ils vont sur une cible intéressante, il y en avait un qui avait fait une vidéo, mais c'était d'un pathétique. Ça n'était presque. On aurait pu croire que c'était publié le 1er avril. Il n'y a pas que ces pubs qui sont hilarantes. C'est pas moi qui le dis, hein, il y en avait un qui disait que ces pubs avaient été faites en 2012 et validées juste aujourd'hui pour être aussi décalées. La bouteille de champagne, le costume, chemise ouverte, la Porsche Panamera de 2010. Vous n'avez pas 200 000 € sur votre compte, alors sachez que c'est une très bonne nouvelle. Vous pouvez quand même reprendre une entreprise. Ma méthode est faite pour ceux qui ont peu ou pas du tout d'apport. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Sérieusement, les gars, on est bientôt en 2024 et je tombe encore sur ce genre de publicité. Le gars, il est venu en costume, chemise ouverte, bouteille de champagne, Porsche Panamera de 2010 en arrière-plan, ceinture Louis Vuitton. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Sérieux? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se disent « Oh là là, ce gars a l'air honnête, il me faut absolument sa formation pour découvrir le secret !» Plus sérieusement, 2024, ça arrive très très vite. Arrêtez avec vos formations, arrêtez avec ce genre de publicité, sérieusement. Pour sa défense, je pense qu'il a soumis sa publicité en 2012 et elle vient juste d'être validée. C'est pour ça qu'on la voit aujourd'hui. Parce que j'ose espérer qu'il y a au moins une personne de son entourage qui lui aurait dit « Mais Pedro, arrête, ne fais pas ça, s'il te plaît !» Enfin bref, affaire suivante. Et il avait fait, tu te souviens, il partageait, ouais, je vais voir l'acquéreur ou le cédant, il se trompe un peu sur le vocabulaire. Le cédant et le cessionnaire. Voilà. Il partageait sa chose, où il est allé voir une grosse société. Il n'y avait même pas besoin de deviner une seule seconde que le mec allait lui rire au nez. Une boîte à 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une boîte à 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut te rendre compte de la typologie d'acquéreur. Ça va être du fonds d'investissement. Donc on ne parle pas de, on ne parle pas de petits investisseurs, on parle de fonds d'investissement. Ça va être du top manager, de grosses boîtes. Ça va être des industriels. Donc 40 millions d'euros, là tu es dans la fourchette haute de ce qui est encore possible de faire pour un individu lambda, type cadre supérieur, etc. Après, c'est 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça dépend combien il restait en résultat net et tout. Oui, mais quand même, c'est une taille qui est quand même significative. Ça peut intéresser un fonds d'investissement ou un groupe industriel qui a des synergies à faire. Ce que je veux dire, c'est que quand tu vas voir une boîte, tu vas voir un dirigeant qui fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu ne peux pas lui tenir un discours que tu tiens à un coiffeur. Mais moi, je comprends même pas comment le gérant de cette boîte ne lui a pas demandé une preuve de fonds à l'avance pour éviter de perdre le temps. Sur un malentendu, la prise de contact fonctionne, mais ensuite, ça va bloquer très rapidement. Tu sais, la crédibilité, c'est très rapide à palper. Je sais pas, mais un mec comme ça viendrait, ouais, j'avoue, un petit côté salaud... ou pour me détendre dans une journée, je accepterai le rendez-vous, mais un peu à la manière d'un dîner de con. Un petit côté observation rat de laboratoire. Pas rat de laboratoire, mais je peux te dire que si j'étais dans la situation aujourd'hui, avoir une boîte, oui, je rigolerais, mais un entrepreneur qui a... Et encore, la question, c'est le temps. Tu peux pas te permettre de... Parce que là, sur la vidéo dont tu parles, ce qui m'a interpellé, et c'est là que les compétences sont très importantes, c'est, je veux dire, en fait, ces gens-là n'ont pas froid aux yeux. Comprenez qu'on fait quand même de l'analyse stratégique et les personnes en question, moi je m'en contrefiche, simplement ce sont devenus des références en termes de normes sur le marché. On parle de quelqu'un qui, sur une boîte de 40 millions d'euros, a fait une offre d'achat à 1 euro. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un qui vend sa boîte à 40 millions et tu lui en proposes 1 euro. Alors, ça peut marcher. Et si ça marche, il faut s'inquiéter quelque part. Alors, disons que ça marche. On a dit que 90% des gens faisaient moins bien que le cédant. Donc, quelles compétences, à part boire à longueur de journée du crédit vendeur, de l'absence de caution, faire monter quelqu'un en compétences, qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre pour redresser l'entreprise qui visiblement perdait de l'argent?
Donc une entreprise en difficulté, mais quand même 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Admettons que ça passe, l'offre à 1 euro. Quel est ton pédigré, quelle est ta stratégie, quel est ton track record, donc ton historique? Qu'est-ce qui fait que tu as la légitimité, dans un domaine qui n'est pas le tien, pour redresser une entreprise qui fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires? Des Bernard Tapie, ça court pas les rues. Bernard Tapie, Attention, Bernard Tapie, première phase. Bernard Tapie était sur la société en difficulté. Et ça, c'est de la société en difficulté. C'est une société qui perdait de l'argent, mais sur un chiffre d'affaires à 40 millions d'euros, avoir l'audace de proposer 1 euro, parce que s'il a proposé 1 euro, mais il a proposé 1 euro. Il faudrait revoir la vidéo en question. Donc, je crois qu'il a expliqué que, à la limite, le cédant aurait dû le rémunérer pour reprendre l'entreprise, qui avait l'immobilier qui était intéressant. Je ne sais pas s'il avait proposé un crédit vendeur sur l'immobilier, je ne m'en souviens plus exactement, mais bref, admettons que ça passe. La question des compétences doit être obsessionnelle. Ne pensez pas qu'il suffit de faire monter une personne en compétences pour remplacer. Je veux dire, le métier de chef d'entreprise ne peut pas être substitué par un cadre en entreprise. Alors, ce sont deux choses différentes. Tout dépend la société que tu vas reprendre. Les gens qui disent de faire monter en compétence un employé, moi j'aurais des exemples, mais à l'appel, si je peux utiliser l'expression, ça n'a pas marché. Et le pire, c'est que quel type d'employé tu vas faire? Par exemple, tiens, on va faire un exemple concret. Tu reprends une société, si tu devais mettre un gérant, qui tu mettrais sur le panier de ta société techniquement? Tu mettrais le meilleur vendeur. Statistiquement de l'extérieur. Il ne passe pas 1 an dans la boîte à faire des audits sociaux, à prendre des interviews. Il dirait, lui c'est le meilleur vendeur, je vais le faire monter, il va devenir gérant de la boîte. Après tout, c'est le meilleur vendeur, donc il sait comment ça marche. Oui. Donc tu prends le meilleur vendeur de la boîte, celui qui fait rentrer de l'argent, tu le mets sur un poste qui ne maîtrise pas le management. Il y a une différence entre être un vendeur et un manager. La finance. Gérer des marges, il ne sait pas. Les problématiques, il ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai banque. La banque, les relations bancaires, effectivement. Qu'est-ce qui se passe si le mec n'est pas compétent? Tu vas le virer. Est-ce que tu penses qu'après être devenu le directeur général de la société que tu as rachetée, il va accepter de revenir à son poste de vendeur? Non, je pense que commercial, ce n'est pas chef d'entreprise. Et c'est très intéressant et c'est pas orgueilleux. Tu as fait un stage intensif, combien d'heures? 120 heures. 120 heures en 3 semaines, donc 3 fois 40 heures. 3 fois 40 heures. 8 heures par jour. Donc on n'était pas sur du webinar le dimanche soir. Les profils, c'était des anciens cadres de très grandes boîtes. Ah oui, c'était des très très gros cadres, hein, je te dis, au pédigré impressionnant. Hein. HEC, Polytechnique, ENARC, ESSEC, ingénieur. De toute façon, le recrutement, c'est Bac plus 4 minimum pour bénéficier, pour faire la formation. Tu as bénéficié d'une exemption, toi? Non, j'ai un bac plus 4 pour ton information. D'ailleurs, j'étais un des meilleurs éléments de la formation, je pense. Dans ton bac plus 4 ou à la formation? Non, les diplômes ne font pas l'individu pour moi. Ces gens-là, sont-ils des opérationnels? Oui, non. Non. Est-ce que tu les vois gérer une boîte? En fait, c'est un peu le... C'est d'excellents numéro 2. Alors, le problème, c'est que ce qu'on leur reproche, enfin, pas leur reprocher, la mise en garde d'expérience était attention, une TPE, une PME n'est pas une grande entreprise. Là, vous êtes sur le terrain, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Donc, ça sous-entend que de constituer une équipe d'assistants, de faire monter en compétence je ne sais qui, ça ne fonctionne pas. Le chef d'entreprise, il peut se retrouver à pousser une bagnole parce qu'il n'y a plus de batterie. Donc, c'est pas chez LVMH qu'on va te demander de pousser la bagnole. Donc voilà. En fait, moi, ce qui me dérange, et c'est là où il faut faire attention, tu as utilisé le mot opérationnel, il faut être ultra opérationnel. Dès le jour 1. Tout de suite, exactement tout de suite. Et plus qu'opérationnel, il y a une compétence qui est plutôt mal perçue en France. Il faut être, et c'est même pas perçu comme une compétence, mais pour moi c'est une compétence, il faut être malin. Donc non seulement il faut être opérationnel, et il faut être malin. Évidemment, quand tu navigues dans un grand groupe qui dispose de budgets absolument colossaux avec 15 000 assistants, tu n'as pas besoin d'être malin. Donc
Donc non, il faut faire attention à l'aspect opérationnel et se projeter en termes de pratique de l'exercice chef d'entreprise au début sur une TPE, une PME. C'est quelqu'un qui fait presque tout. Je pense que ça fait un bon point, c'est que si vous voulez, on pourrait entamer la conclusion de ce podcast sur ce sujet. Si vous voulez reprendre une boîte, déjà, si vous ne voulez pas mettre les mains dans le cambouis, oubliez, selon moi. Sauf si tu veux reprendre LVMH. Oui. Ça tombe bien, je crois que la capitalisation a légèrement baissé récemment. Ouais, les résultats ont été moyens. Le taux de croissance a été moins important que prévu, je crois, plus 3%. Voilà. Si tu veux reprendre une boîte, il va falloir être capable d'aller chercher la boîte sur laquelle tu peux faire rayonner ta compétence. Et toutes tes compétences sont importantes. Tu as des gens qui vont être très bons en organisation, d'autres qui ne vont pas l'être. Tu vas avoir d'excellents commerciaux. Moi, je ne suis pas un commercial, par exemple. Je suis incapable de le faire. Mais il va falloir avoir conscience que tu seras obligé d'être sur le terrain et que les sociétés, c'est pas comme s'il y en avait 36 000 à vendre. Bien évidemment, ils vont sortir, oui, post-Covid, départ à la retraite, papy boom et tout, mais ça, c'est du marketing. Alors, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, qui est fondamental, en fait, j'avais une autre statistique que j'ai découvert qui m'a choqué, vraiment littéralement. On parlait sur ces formations donc, qui sont en train de biaiser le marché finalement, de la reprise. On parlait de, je ne sais pas si tu as eu le même chiffre que moi, de 500 000 départs à la retraite ces 10 prochaines années. Donc on te disait 50 000. Et la statistique qui m'a vraiment, où il y a une prise de conscience importante, où il fallait se professionnaliser, il fallait être à l'aise avec le levier bancaire, où il fallait être bon et malin. Levier bancaire ou ça peut être du fonds d'investissement, du financement. Il faut être ingénieux sur le financement. Mais alors, tu vois, là, tu viens on va encore rebondir sur autre chose, le fonds d'investissement. Et j'ai été extrêmement étonné. Je crois que j'en ai parlé sur la rentabilité qui exige au minimum et en réalité qu'obtient un fonds d'investissement dans une entreprise classique de l'économie réelle. Je ne parle pas des startups qui vont investir dans des boîtes qui perdent de l'argent et qui gagneront peut-être de l'argent dans 10 ou 15 ans. Ils vont faire un coefficient multiplicateur de 3 ou 4 sur les 7 années et l'enrichissement correspond pile poil à l'amortissement du crédit bancaire. Donc ça veut dire que même ces gens-là comptent sur le levier bancaire, malgré un apport qui est absolument colossal. Sur une boîte à 10 millions, en prix d'achat, tu vas avoir 3-4 millions et le reste, en dette senior, tu vas avoir 6 millions d'euros. C'est-à-dire... Ça me fait rigoler. Pourquoi ça te fait rigoler? Parce que le fait que je sois monté en compétence, j'apprends très vite. Je suis un peu comme toi, j'ai une capacité d'absorption informationnelle remarquable. Donc, non, mais c'est pour te dire que même des fonds d'investissement qui disposent de liquidités. Donc voilà. Et donc, ce que je voulais dire, la statistique qui m'a vraiment interpellé et qui a fait une prise de conscience extrêmement élevée, on est très loin des 50 000 entreprises par an. Les entreprises réalisant entre 1 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire la cible qui t'intéresse toi, moi et la majorité des ambitieux qui écoutent ce podcast, c'est 1000 transactions par an. 1000. C'est au niveau national. Donc c'est très très faible. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. 1000 et tu as 343 je crois en Île-de-France. Donc pour le reste de la France... C'est des chiffres qui viennent... C'est des chiffres, je ne sais plus, ils ont été projetés, je crois que c'est des chiffres... non, ce n'était pas de l'INSEE, mais c'est des organismes spécifiques, peut-être des chambres de commerce. Des chambres de commerce, des CCI. Mais 1000. Donc ça veut dire que tu as plusieurs milliers de cadres supérieurs qui cherchent à se reconvertir, plusieurs centaines de milliers de cadres en France. Donc tout le monde ne veut pas se reconvertir dans l'entrepreneuriat ou dans le rachat d'entreprise, mais tu as des milliers d'individus qui recherchent une boîte entre 1 et 50 millions d'euros de CA, et tu as que 1000 transactions, donc tu es en concurrence avec ces gens-là. Évidemment, la plupart de ces gens vont penser levier bancaire et ils ont un pédigré scolaire, universitaire très attractif. Il faut penser, là, ce que tu dis, donc voilà. Je rebondis, il faut comprendre que lorsque tu vas voir des financiers, ton parcours, tes diplômes
peuvent avoir une importance parce que c'est sur ça que juge un banquier. Mais attention, mais ce que tu dis est très pertinent parce que ça m'a étonné. Quand tu vas voir un fonds d'investissement, on va financer Leblanc, diplômé d'HEC. Leblanc. Non, mais c'est quelqu'un qui m'expliquait ça, il avait totalement raison. Mais je vais pas. D'ailleurs, c'est le fondateur de Mastéos, Thierry Vignal, quelque chose comme ça. Il expliquait que la majorité des gens qui levaient des fonds au niveau des startups sont souvent diplômés de grande école, type HEC, blancs, etc. etc. Et c'est pas du racisme, c'est simplement les gens qui vont prêter des fonds ont le même cursus, qui se ressemblent, s'assemblent. Donc ça veut dire que sur des boîtes, des vraies entreprises, où tu as des fonds qui interviennent, eh bien, tu es en concurrence avec une typologie d'individus qui, socialement, tu ne fais pas le poids avec ces gens-là. J'en fais partie. Même si tu arrives et que tu dis j'ai 100% complété la formation en reprise d'entreprise sur Internet. Si tu as envie de te disqualifier, c'est la carte à sortir. Non, mais pour conclure, ce qu'il faut comprendre là en termes de prise, après je te laisserai la parole, c'est que grosso modo, les vraies entreprises, sans être dévalorisant ou péjoratif, on ne parle pas des bureaux tabac, on ne parle pas des kebabs. On ne parle pas des fonds de commerce. Voilà, on ne parle pas des fonds de commerce, tout à fait. Ça, c'est autre chose. Tu produis finalement toi-même quelque part. Sur des entreprises type TPE, PME, entre 1 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu as que 1000 transactions par an. Tu as sur le profil, tu as en face de toi en termes de concurrence, sur les diplômes, sur la lisibilité sociale du profil, tu as des tueurs à gages. Donc toi, est-ce que tu peux te permettre, dans ces conditions extrêmement fortes, réduites, est-ce que tu peux venir sortir ta carte à 2 balles de 100% crédit vendeur? Pose-toi la question. Et tu auras la réponse. Voilà. D'ailleurs, tu avais eu un intervenant qui était un ancien cadre de chez BPI. Alors, tout à fait, c'est ça. Et qui aujourd'hui est un fonds d'investissement. Ouais, le gars brillant. Il me semble que tu m'as remonté la question d'un des participants sur le crédit vendeur. Alors, oui, on a oublié de le dire. Alors, sur les professionnels, on est sur un ancien. Alors, il était responsable BPI. Ouais, c'était une pointure. Et il a un fonds d'investissement aujourd'hui. Le gars est brillant. En plus, il y avait un petit côté chaud. Sa personnalité était je l'ai trouvé remarquable. En fait, il y avait un expert comptable qui est intervenu la veille, qui disait, dans le plan de financement, systématiquement, vous proposez le crédit vendeur. Et là, moi, je lui ai dit, attendez, systématiquement, ça me paraît être une erreur stratégique. Alors, elle ne parlait pas du full, hein. Oui. Elle parlait partiel. Oui, 20-30. Mais même, je lui ai dit, systématiquement, ça me paraît être une erreur stratégique. Si, en termes de concurrence, si vous sortez la carte du crédit vendeur, dans l'esprit du cédant, vous avez parlé de crédit vendeur. La notion de proportion, elle disparaît très rapidement, même si c'est 20%. Il m'a dit, si. Et le lendemain, le gars traite la question. Il n'y avait aucun rapport, mais il en a parlé. Et il regarde quelqu'un et lui dit, je vends, j'ai 10 acheteurs. Vous me proposez le crédit vendeur, lui paye comptant. À votre avis, qui je choisis? Le mec qui a le crédit vendeur. Non. Et ben voilà, en plein dans le mille. Le gars qui paye comptant. Ce qui est logique. T'imagines si tu avais un crédit vendeur sur la vente d'un immeuble? La seule fois où j'ai fait un crédit vendeur, c'est que le bien ne se vendait pas. Et voilà. Et j'étais content de faire un crédit vendeur. Attention, il n'était pas total, il était partiel. À hauteur de mémoire de 40% paiement comptant, 60% de crédit vendeur. Tu as répondu à la question. Les boîtes qui seront reprises seront des boîtes que personne ne veut, même pas le salarié de la boîte. Et il faut le préciser, surtout que les salariés, quand tu as un salarié qui veut reprendre une boîte, tu envoies un message très fort, surtout si tu as une ancienneté dans la boîte. Mais même eux ne veulent pas la reprendre. Donc retenez, crédit vendeur, c'est la fameuse méthode pour acheter des sociétés sans capital en 12 mois. Le groupe de crédit vendeur. Constituer un groupe à base de crédit vendeur. Oui, et ensuite tu fais du roll-up. Roll-up. C'est quoi du roll-up? Alors roll-up, c'est un terme, je ne l'ai jamais entendu dans la pratique. C'est comme, ils te parlent tous d'earn-out. Moi, dans la pratique, on m'explique, le earn-out, on n'en veut pas. C'est un nid en merde. C'est un nid en merde, tu trouveras pas un avocat digne de ce nom qui va te rédiger ça, parce que en fait, le earn-out, c'est soit le cédant, c'est celui qui a le plus l'intérêt, qui a la main sur le truc. Si moi, demain, je rachète ta boîte et que je te mets un earn-out en disant voilà, si tu atteins tel objectif, t'inquiète pas, je vais faire du frigo.
Je vais faire du frigo, je vais mettre de la provision. Ça, Oui. Intérêt à ralentir la cadence. je vais ralentir la cadence et dire non, mais me paye pas en décembre, paye-moi en janvier. Tout à fait. Tu vois, tranquillement, passe le premier de l'an, même si tu as envie de payer en février, ne t'inquiète pas. Mais ça, c'est pour rajouter de la technicité, pour impressionner. Ah, ça fait Par le bien. champ Le lexical. tu vois. roll-out. Voilà. Et le roll-up, D'ailleurs, c'est complément de prix. le roll-up, c'est en fait, ça c'est aussi la stratégie qui te disent. Ils te disent, ouais, tu vas constituer un groupe avec plein de boîtes et une fois que tu les auras regroupées, toutes les boîtes que tu as repris, que personne ne voulait, alors que tu peux restructurer, hein, mais la chance de réussite est très faible, hein, autant jouer au loto, je pense, vont valoir beaucoup plus cher avec un multiple plus élevé. Mais c'est pas de mettre plusieurs boîtes ensemble qui augmente le multiple d'un groupe, surtout que c'est très rare qu'on te rachète un groupe. Ce qui te fait augmenter le multiple d'un groupe, c'est la gestion de la boîte. Et c'est pas en faisant un zoom toutes les 2 synergies. semaines. Les synergies, la gestion, la visibilité, l'investissement, le positionnement. À l'inverse, une somme d'entreprises invendables vendues en crédit vendeur, est-ce que ça fait un groupe sexy? Ça fait pas un groupe sexy, ça fait surtout un groupe où tu vas avoir un risque de confusion entre les différentes sociétés parce que, bien évidemment, tu vas vouloir favoriser une société par rapport à l'autre. Donc, tu vas avoir des liens capitalistiques entre les différentes sociétés qui vont être difficiles à justifier. Tu vas mettre certaines activités, l'apport en compte courant d'associer l'euthanasie. C'est comment on appelait ça? Comment on appelle ça? L'anesthésie avant l'euthanasie. C'est pas ça. Et l'énergie, et c'est ça le pire, l'énergie qu'il va te falloir pour gérer 10 sociétés, 10 petites sociétés, sera toujours supérieure à l'énergie que ça te prendra de gérer une grosse société qui fait 2 fois la taille de tes 10 petites sociétés réunies. Bien sûr, tu as une usure. C'est quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc si tu n'es pas là dans ta boîte, auprès d'employés qui ont eu l'habitude d'un gérant qui faisait tout, parce que c'est ces boîtes que tu reprends. C'est pas des boîtes où le mec est au 440 et un conseil d'administration à Rio. D'autant ou à New York. plus, les entreprises en crédit vendeur, ce sont vraiment des entreprises où... C'est le gérant qui fait tout. Exactement. Et tu retires le gérant et tu penses que tu vas faire mieux. Donc retenez ça, ces méthodes, on les retrouve sous différents angles, mais au final c'est la même chose. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'ayez pas peur du financement. Lorsque vous avez un projet, comme le disait Sarkozy, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Est-ce qu'à un seul moment, tu sais, tu avais des inquiétudes sur le financement, est-ce qu'à un seul moment, je t'ai dit, tu devrais être inquiet sur quelque chose? Non. Il y a Après, toujours des bien manières sûr. de structurer, il y a toujours des manières de retomber sur ses pattes, il y a toujours un peu d'ingénierie. Non, à mais jouer. je suis d'accord, ça part d'un bon sentiment où je ne suis pas en surconfiance. C'est ça qui est important. Je ne prends jamais le financement comme quelque chose d'acquis. Et donc J'ai pas dit qu'il était acquis. Non, mais bien sûr, mais je veux dire que 100% des bonnes boîtes, avec les bons profils, les bonnes méthodes, sont financées. Donc d'ailleurs, c'est une phrase qui est revenue souvent en formation. Quand vous avez la bonne entreprise, le financement n'est pas un problème. Et c'est vrai. Non, mais l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rachat d'entreprise, c'est très intéressant. C'est à peu près 40% de la création monétaire, c'est-à-dire de l'argent, de la richesse en circulation. Ça passe par le crédit bancaire. Donc non seulement il ne faut pas avoir peur du crédit bancaire dans le cadre du rachat d'entreprise, parce que l'argent coule littéralement à flot. On parle de quand même une masse monétaire, enfin l'encours en crédit entreprise, on doit être dans les 1200 milliards d'euros. Donc ça nous permet de relativiser les choses. Quand tu demandes 2-3 millions d'euros à une banque, c'est littéralement une goutte d'eau dans cet océan d'encours bancaire. Et donc c'est aussi peut-être pour certains, en tout cas pour moi, une suite logique à l'immobilier qui est également dans les mêmes proportions, le même vecteur d'enrichissement. Pensez vraiment crédit immobilier, investissement immobilier, 40% à peu près de la masse monétaire en circulation, création d'entreprise ou reprise d'entreprise. Après reprise d'entreprise, je trouve que le rachat nous permet d'aller plus vite parce qu'il y a déjà quelque chose qui a été structuré. C'est également énormément de possibilités, énormément d'argent
Et donc, je te rejoins là-dessus, il ne faut pas avoir peur, il faut simplement se former pour être un bon emprunteur. Et comme tu le disais, et je suis totalement d'accord avec toi, reprise d'entreprise, un risque plus important que l'immobilier, mais par contre, un contrôle du risque qui est beaucoup plus important. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que si demain, tu achètes un immeuble et qu'on décide de te foutre un camp de migrants en bas et faire une colline du crack, tu n'as pas beaucoup de leviers, de possibilités. Tu encaisses ton risque, la valeur de ton immeuble descend. Mais si on tombe sur les probabilités, c'est quand même moins probable. C'est moins probable. Le risque dans une société, tu vas plus le maîtriser. Moi, j'ai plus tendance à dire, alors ça peut paraître très grossier, mais si le risque est important sur une société, c'est que tu as mal choisi ta société ou que tu as fait preuve d'incompétence. Et d'un autre côté, certes, risque plus élevé, mais rémunération plus élevée également sur le rachat de société, dû notamment à ce fait où tu as plus d'éléments pour agir. Ce qui est important, je pense, c'est de ne pas opposer les deux. Les piliers d'enrichissement. Ils sont complémentaires. De mon point de vue, l'immobilier est un dénominateur commun. Et le rachat d'entreprise, pour certains, dont moi je fais partie, est une forme de suite logique. Et en aucun cas, je n'arrêterai de faire de l'investissement immobilier parce que... Il n'y a pas mieux pour créer du capital. Oui, et au-delà de ça, c'est que je pense que le rachat d'entreprise est potentiellement plus intense, plus puissant en termes de création de capital. Mais c'est pas ça, c'est lorsque tu maîtrises un domaine, rien que sur des opérations de marchand de biens chirurgicales ou bien de la petite promotion, il n'y a aucune raison d'arrêter parce que... Et c'est un plaisir aussi. Tu prends goût au bout d'un moment. C'est un plaisir, mais surtout que ça peut être fait en parallèle d'une activité parce que ça ne demande pas tant de temps que ça. Vraiment, l'activité de marchand de biens, quand tu as le bon réseau, là en ce moment, je vends un immeuble à la découpe de 11 lots. Je viens d'en vendre un deuxième. Celui que je vends, le dernier, je n'ai jamais visité l'immeuble à l'achat. Je ne fais pas les visites à la revente puisque je travaille avec un agent immobilier. J'ai un notaire qui est exceptionnel. J'ai un géomètre qui est passé, qui a fait le travail. Donc, si tu veux, ça me prend très peu de temps. Et donc voilà, donc l'immobilier est un dénominateur commun et le rachat d'entreprise en termes de création de richesse et de capital est une forme de suite logique. Et le point commun de ces deux activités est le levier bancaire. Merci, Fouad, de ta présence. Ça fait plaisir de te retrouver après une longue période de non-production d'épisodes. Je voulais également remercier notre audience. N'hésitez pas à partager le podcast sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, nous allons nous servir un peu de la page d'IM, le podcast sur LinkedIn, pour faire des sondages et tout ça. Donc, si vous avez LinkedIn, rejoignez la page du podcast et n'hésitez pas à suggérer des sujets. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. Merci à tous. Merci beaucoup, Fouad. Merci, Hugo.